pas me parler autrement, petite impertinente! C'était mou. Comment ça, mou? J'y ai mis toute ma force! Franchement, je sais pas vous, mais moi j'aimerais vraiment pas être à la place de celui-là. Et vous, qu'en pensez-vous? Aimeriez-vous être à sa place? Dites-le moi en commentaire. Allez, on démarre. Dans l'univers foisonnant et captivant de Tensura, un personnage se démarque par son charisme énigmatique et sa présence aussi fascinante qu'intimidante. Luminus, la reine des vampires et roi démon, une figure aussi complexe que puissante. Malgré son apparence de jeune fille à la beauté éblouissante, presque irréelle, elle incarne une force ancienne et redoutable, mêlant grâce aristocratique et puissance dévastatrice. Cette vidéo va explorer en profondeur l'essence de Luminus Valentin, ses origines, ses motivations, ses contradictions et son rôle clé dans l'histoire. Plongeons dans l'univers de cette souveraine, à la fois divine et démoniaque, dont l'existence défie les conventions et captive l'imagination. Luminus Valentin, une reine aux multiples facettes. À première vue, Luminus Valentin pourrait être confondu avec une frêle princesse, tout droit sortie d'un conte gothique. Ses cheveux argentés, brillants comme un clair de lune, cascadant en vagues soyeuses, encadrant un visage d'une délicatesse presque surnaturelle, ses yeux, porteurs d'une hétérochromie saisissante, l'un rouge comme le sang, l'autre bleu comme un ciel d'azur, captent immédiatement l'attention, révélant une dualité qui reflète son essence même. Vêtue d'une robe gothique Lolita ornée de dentelles et d'accessoires raffinés, elle incarne une élégance intemporelle, mais derrière cette apparence délicate se cache une entité d'une puissance incommensurable. Luminus, bien que paraissant jeune et espiègle, est l'une des plus anciennes figures du monde de Tensura. Elle appartient à la deuxième génération des rois démons, ayant atteint le rang d'éveillé après avoir traversé plusieurs guerres dévastatrices, notamment les légendaires guerres Tenema et démoniaques. Son titre de roi démon n'est pas une simple formalité. Il témoigne de sa force brute et de son intelligence stratégique, forgée au fil de siècles d'existence. Mais Luminus n'est pas seulement un roi démon. Elle est la reine des vampires, une entité unique ayant transcendé les limites de sa race. Contrairement aux vampires traditionnels, elle a surmonté leur faiblesse ancestrale face au soleil, une prouesse qui la place au sommet de l'évolution vampirique. Elle est également la divinité centrale de l'Église Saint de l'Ouest, vénérée sous le nom de Sainte Lumière Luminus, une déesse protectrice de l'humanité. Ce paradoxe, être à la fois un monstre et une divinité adorée, définit son existence. Comment une créature issue des ténèbres peut-elle se faire passer pour une figure sacrée tout en dirigeant un royaume depuis l'ombre? La réponse réside dans la complexité de son caractère et dans ses motivations profondes, qui transcendent les simples notions de bien et de mal. Origine mystérieuse, une création divine. Pour comprendre Luminus, il faut remonter à ses origines, aussi extraordinaires que mystérieuses. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Luminus n'est pas une vampire ordinaire. Elle est une haut-sang, une entité née directement du sang de Twilight Valentine, le progéniteur des vampires, une figure quasi mythique créée par Veldanava, l'entité primordiale et créateur du monde. Twilight, conçu comme un compagnon par Veldanava, donna naissance à Luminus, non pas par des moyens conventionnels, mais par une alchimie surnaturelle impliquant son essence même. Ce lien avec Veldanava confère à Luminus une aura quasi divine, mais aussi une solitude inhérente, car elle est à la fois fille d'un dieu et héritière d'une malédiction vampirique. Ce statut unique fait d'elle une anomalie, même parmi les vampires. En tant que haut sang, elle surpasse de loin les autres membres de sa race, possédant une puissance et une longévité qui la rendent presque immortelle. Sa longévité lui a permis de croiser le chemin de figures légendaires, telles que les démons primordiaux, avec lesquels elle entretient des relations complexes, mêlant respect mutuel et prudence. Cette ancienneté, combinée à son statut de roi démon, fait d'elle une entité respectée, voire crainte, même par les êtres les plus puissants de cet univers. Une façade arrogante, un cœur compatissant, Luminus cultive une image de princesse arrogante, s'exprimant avec un ton volontairement archaïque, utilisant le pronom Warawa dans la version originale, japonaise, traduit en français par une diction noble et légèrement hautaine. Qui t'a donné le droit de juger si mes actions étaient bonnes ou mauvaises? Sache qu'aucune justice ne peut satisfaire toutes les consciences. Ses manières peuvent sembler capricieuses, presque enfantines, mais elles masquent une intelligence aiguisée et une sagesse acquise au fil des millénaires.
Contrairement à l'image qu'elle projette, Luminus est loin d'être une despote égoïste. Elle possède une compassion profonde pour les autres, qu'ils soient humains ou monstres, et ses actions sont guidées par une vision à long terme, presque visionnaire. Cette compassion se manifeste dans la manière dont elle gouverne son royaume, Ruberios, depuis les coulisses. Officiellement, elle réside dans le Saint-Sanctuaire, une enclave sacrée au cœur de l'église sainte de l'Ouest, où elle incarne la déesse adorée par des millions de fidèles. En réalité, elle délègue la gestion quotidienne de son royaume à ses lieutenants de confiance, comme Louise et Gunther, deux vampires loyaux qui exécutent ses ordres avec une précision redoutable. Cette délégation n'est pas un signe de paresse, mais une preuve de son pragmatisme. Luminus préfère se concentrer sur des stratégies à grande échelle, laissant les détails opérationnels à ses subordonnés. Un équilibre entre monstre et protectrice, l'un des aspects les plus fascinants de Luminus est sa capacité à concilier des identités apparemment contradictoires. En tant que roi démon, elle est une force destructrice capable de rivaliser avec les entités les plus puissantes du monde. Pourtant, en tant que divinité de l'Église sainte, elle se pose en protectrice de l'humanité, s'opposant à la menace des monstres. Cette dualité n'est pas un simple jeu de façade. Elle reflète sa philosophie unique. Pour Luminus, la paix et la prospérité des humains sont essentielles, non pas par pur altruisme, mais parce qu'elles servent un objectif pragmatique. Les vampires, y compris ses subordonnés, ont besoin de sang humain pour survivre, et Luminus a découvert que le sang d'humain, vivant dans la joie et la sécurité, est d'une qualité bien supérieure. Ainsi, elle a orchestré un système où les humains prospèrent sous sa protection, ignorant qu'ils sont gouvernés par une reine démon. Ce système, d'une efficacité redoutable, est si bien conçu qu'il a même impressionné des figures comme Hinata Sakaguchi, qui collaborent avec Luminus malgré leurs différences idéologiques. En maintenant un équilibre parfait entre ordre et contrôle, Luminus a créé un royaume où les humains vivent en paix, inconscients de la véritable nature de leur déesse. Cette façade lui permet de régner dans l'ombre tout en préservant l'harmonie de Ruberios, une prouesse qui témoigne de son génie stratégique, une personnalité riche et nuancée. Malgré son statut de divinité et de monstre, Luminus reste étonnamment humaine dans ses comportements. Elle est connue pour son côté capricieux, voire paresseuse, préférant éviter les responsabilités inutiles. Cette aversion pour les tâches ennuyeuses l'a même poussée à abandonner certaines de ses obligations de roi démon, déléguant une grande partie de ses fonctions à ses subordonnés. Mais derrière cette apparente nonchalance se cache une personnalité curieuse et avide de plaisirs simples. Par exemple, Luminus a appris à Limule comment neutraliser son immunité naturelle aux toxines pour pouvoir s'enivrer avec de l'alcool, une anecdote qui révèle son goût pour les expériences nouvelles et sa capacité à s'adapter. Son intérêt pour les arts et la culture est également notable. Sous son règne, Ruberios est devenu un centre florissant pour les arts, reflétant son amour pour la beauté et l'esthétique. Cette facette de sa personnalité la rend étonnamment compatible avec Limule, avec qui elle partage une certaine légèreté et une approche pragmatique de la vie. Leur relation, bien que complexe, est marquée par une complicité naissante, notamment dans le volume 21 du light novel, où leurs interactions révèlent des points communs inattendus. Luminus face à la crise mondiale. Pendant des siècles, Luminus a préféré rester dans l'ombre, préservant son identité secrète et évitant les conflits ouverts. Cependant, dans le volume 21 du light novel, un événement majeur la pousse à sortir de sa réserve. Alerté par Velgrind, la dragonne écarlate, d'une crise mondiale imminente, Luminus prend une décision sans précédent, révéler sa véritable identité au monde entier. Lors d'un discours solennel, elle annonce aux habitants de Ruberios et aux nations alliées qu'elle est non seulement leur déesse, mais aussi un roi démon, et qu'une catastrophe sans précédent menace l'humanité. Cette révélation, bien que choquante, est accueillie avec un mélange de stupeur et d'admiration. Les habitants de Ruberios, loin de se rebeller, réagissent avec un enthousiasme presque comique. On va gagner, c'est sûr. Cette confiance découle de la réputation de Luminus, mais aussi de la puissance des alliés qu'elle mobilise pour affronter la crise. Parmi eux, on retrouve des figures légendaires comme Ultima, la démone primordiale, Hinata Sakaguchi, la héroïne, Masayoki, le héros légendaire, et Velgrend, la dragonne écarlate. Ensemble, ils forment une coalition impressionnante, prête à défier les forces qui menacent le monde. La présence de Masayoki, le héros légendaire, dans cette coalition est particulièrement significative pour les habitants de l'humanité. À Inegracia, la capitale du royaume, beaucoup ont été témoins de son triomphe face à Feldway, un ennemi redoutable.
Cette victoire a forgé une aura quasi mythique autour de Masayoki, au point que certains habitants, fascinés, expriment le désir d'assister à ses exploits comme s'il s'agissait d'un spectacle grandiose. De même, la présence de Velgrind, la dragonne écarlate, inspire un sentiment de sécurité presque palpable pour ceux qui reconnaissent en elle l'une des puissantes entités draconiques. Cette confiance populaire, bien que Luminus n'en ait pas pleinement conscience, galvanise les foules. Loin de semer le désespoir, son annonce audacieuse insuffle un espoir vibrant, transformant cette crise en une épopée qui sera plus tard immortalisée sous le nom de guerre de l'Apocalypse. Cependant, fidèle à sa nature pragmatique, Luminus reste détaché des préoccupations humaines hors de son royaume. Avec une franchise déconcertante, elle avoue que la survie des humains en dehors de Ruberios lui importe peu, estimant que leur population se régénérera rapidement en cas de perte. Cette remarque, bien que brutale, illustre son approche utilitaire, où la préservation de l'ordre dans son domaine prime sur toute sentimentalité. Paradoxalement, cette attitude froide contribue à forger sa légende comme une déesse bienveillante, un rôle qu'elle endosse presque malgré elle, drapée dans une aura de mystère qui fascine autant qu'elle intrigue. Au fil des siècles, Luminus Valentin est resté une énigme, un roi démon dont la véritable nature n'a été dévoilée que tardivement dans l'histoire. Cette aura de secret, entretenue par sa discrétion et son retrait volontaire de la scène publique, a fait d'elle un personnage insaisissable, dont les motivations se dévoilent progressivement à travers des relations clés et des événements marquants. L'un des piliers de son histoire, et un élément central pour comprendre son passé, est sa rencontre avec Chronoa, une figure aussi énigmatique qu'essentielle à son développement. Luminus et Chronoa, une amitié forgée dans le temps. L'histoire de Luminus prend une tournure inattendue lorsqu'elle croise le chemin de Chronoa, l'une des élèves de Limule à l'Académie de la Liberté d'Inegratia. Grâce à sa compétence unique, Chronoa a la capacité de voyager dans le temps, et c'est il y a environ 2000 ans qu'elle rencontre Luminus pour la première fois. À l'époque, Chronoa, projetée dans le passé, cherche désespérément à façonner un futur où ses proches seront protégés. Méfiante face à cette étrangère surgie de nulle part, Luminus, avec son instinct aiguisé et sa prudence naturelle, doute d'abord des intentions de Chronoa. Cependant, un événement dramatique vient bouleverser ses réticences. L'attaque de Veldora, le dragon des ouragans, sur la capitale de Night Rose, le royaume vampirique sous la protection de Luminus. Dans le récit principal, cette attaque est un désastre. La magnifique cité de Night Rose est réduite en cendres par la puissance dévastatrice de Veldora, laissant une cicatrice profonde dans le cœur de Luminus. Cette tragédie nourrit en elle une rancune tenace envers le dragon, une blessure qui resurgit des siècles plus tard lors du Valpurgie, lorsque Limule mentionne son amitié avec Veldora. Cette simple remarque provoque chez Luminus une réaction énigmatique, un mélange de surprise et de ressentiment contenu, trahissant l'ampleur des cicatrices laissées par cet événement. Cependant, grâce à l'intervention de Chronoa dans le passé, l'issue de cette catastrophe est altérée. En mobilisant ses efforts pour évacuer les habitants avant l'arrivée de Veldora, Chronoa parvient à éviter toute perte humaine, transformant un désastre en un miracle. Cet acte de bravoure gagne la confiance de Luminus, posant les bases d'une relation qui transcende le temps. Au fil des 2000 ans qui suivent, Luminus et Chronoa développent une amitié profonde, presque sororale, marquée par une complicité rare. Luminus, habituellement distante et calculatrice, s'ouvre à Chronoa, partageant avec elle des moments d'une intimité inattendue pour un roi démon. Cette connexion influence également son rapport avec Hinata Sakaguchi, une autre figure clé de l'histoire. Informé par Chronoa de l'arrivée future d'Hinata, Luminus choisit d'accueillir cette dernière avec une bienveillance surprenante, malgré les tensions initiales dues à la position d'Hinata comme sainte de l'Église. Ensemble, elles travaillent à maintenir l'ordre à travers l'Église sainte de l'Ouest, Luminus jouant le rôle de divinité tutélaire, tandis qu'Hinata agit comme son bras armé. Lorsque Chronoa entre dans un sommeil prolongé, scellé dans un cercueil de glace, Luminus prend la responsabilité de veiller sur elle, conservant le cercueil dans le saint sanctuaire comme un trésor précieux. Ce geste, empreint de tendresse, révèle une facette vulnérable de Luminus, rarement visible sous son masque de souveraine implacable. Cependant, ce secret, aussi sacré soit-il, deviendra plus tard un levier utilisé par une tierce personne, ajoutant une couche supplémentaire de complexité à son histoire, Luminus et les démons primordiaux. Une relation ambiguë.
En tant que haut sang né du sang de Twilight Valentin, Luminus jouit d'une longévité exceptionnelle, rivalisant avec celle des entités les plus anciennes de l'univers. Cette longévité l'a amené à croiser le chemin des démons primordiaux, des êtres aussi puissants qu'insondables. Parmi eux, Violette, plus tard connue sous le nom d'Ultima, entretient une relation particulièrement ambiguë avec Luminus. Lorsque Luminus apprend qu'Ultima a rejoint les rangs de Limul, elle ne cache pas son inquiétude, décrivant la démone comme une entité cruelle, rusée et impitoyable. Cette mise en garde, adressée directement à Limul, laisse planer le doute sur une possible rivalité ou un conflit passé entre les deux. Bien que les détails de leur relation restent flous, il est clair que Luminus perçoit Ultima comme une menace potentielle, un vestige d'un passé où leurs chemins se sont croisés dans des circonstances peut-être conflictuelles. Luminus et Dagruel, une rivalité complexe. Un autre acteur majeur dans l'entourage de Luminus est Dagruel, le roi démon géant, dont les ambitions territoriales menacent régulièrement Ruberios et les terres fertiles environnantes. Leur relation, teintée de méfiance mutuelle, est compliquée par un lien inattendu. Dagruel était un ami proche de Twilight Valentin, le créateur de Luminus. Cependant, un événement mystérieux et tragique marque leur passé. Luminus, pour des raisons encore obscures, a mis fin à la vie de son propre créateur. Ce parricide, loin de n'être qu'un acte de rébellion, semble avoir été motivé par des circonstances complexes, peut être lié à la nature divine et instable de Twilight. Dagruel, bien qu'il ressente de la rancune envers Luminus, nourrit également une forme de respect mêlé de jalousie pour sa capacité à accomplir un tel acte. Cette dynamique rend leurs interactions à la fois tendues et fascinantes, bien que, lors des réunions du Valpurgie, ils maintiennent une façade de neutralité. Pour Luminus, Dagruel n'est qu'un adversaire potentiel, un obstacle à surveiller, mais elle ne lui accorde ni plus ni moins d'importance qu'il n'en mérite dans son esprit pragmatique. Luminus dans le rêve de Coleus, un affrontement stratégique. L'histoire de Luminus prend une tournure dramatique dans le rêve de Coleus, une intrigue tirée d'une nouvelle écrite par Fouzé, l'auteur original, et adaptée en un arc animé en 3 épisodes, diffusé à partir du 1er novembre 2023 en tant que bonus des Blu-ray de la saison 2. Chronologiquement, cet arc se situe entre la première et la deuxième saison de l'anime, à une époque où Limul enseignait encore à l'Académie de la Liberté. Dans cet arc, Luminus joue un rôle stratégique, confronté à Violette, dans un contexte où les tensions politiques et les rivalités éclatent au grand jour. L'histoire se déroule dans le royaume de Coleus, un territoire que Luminus surveille de loin, comme un rempart contre les ambitions expansionnistes de Dagruel. Lorsque Violette, invoquée par un adepte, entre en conflit avec Luminus, une bataille explosive éclate, révélant l'étendue de la puissance du roi démon. Cet affrontement, riche en enjeux stratégiques, met en lumière la capacité de Luminus à anticiper les menaces et à protéger ses intérêts, tout en maintenant son emprise sur Ruberios. L'arc de Coleus explore également les dynamiques complexes entre Luminus et ses adversaires, soulignant son rôle de stratège implacable, prête à tout pour préserver l'équilibre qu'elle a si soigneusement construit. Dans le royaume de Coleus, coincé entre l'imposant royaume d'Inegracia et le Saint-Empire de Ruberios, se joue un drame d'une importance stratégique capitale. Situé dans une région aride, à la lisière du désert et des terres stériles bordant le territoire de Damargania, le domaine du roi démon géant Dagruel, Coleus agit comme un rempart vital pour les nations occidentales. Ce petit royaume, écrasé par la géographie et les ambitions de ses puissants voisins, sert de bouclier contre les vagues de monstres surgissant du désert ou des forces de Dagruel. Pour Luminus Valentin, dont le royaume de Ruberios est directement menacé par toute instabilité dans la région, la situation à Coleus n'est pas un simple fait divers. Si ce royaume devait tomber, les conséquences se répercuteraient inévitablement sur ses propres terres, exposant son peuple et ses intérêts à des dangers imprévisibles. Pourtant, déléguer cette affaire à un subordonné comme Hinata aurait suffi pour un roi démon aussi réputé pour son aversion des tâches triviales. Alors pourquoi Luminus, connue pour son pragmatisme et son penchant pour l'ombre, choisit-elle de s'impliquer personnellement dans les intrigues de Coleus? Les motivations secrètes de Luminus. L'intervention de Luminus dans l'arc de le rêve de Coleus n'est pas le fruit d'une décision impulsive, mais plutôt d'une série d'événements qui l'ont conduite à sortir de son habituelle discrétion. Tout commence par une curiosité personnelle. Luminus, intrigué par Limul Tempest, décide de l'observer de près. Alors que Limul, à l'époque encore professeur de l'Académie de la Liberté,
et mandaté par Kagurazaka, Yuki grand maître de la guilde des aventuriers, pour enquêter sur des troubles à Coléus, Luminus le suit discrètement depuis Negratia. Ce n'est pas un hasard si elle se retrouve impliquée. Son intérêt pour Limul, un être qui défie les conventions, en tant que slime devenu roi démon, la pousse à vouloir évaluer ses intentions et sa puissance. Cette curiosité est renforcée par un événement clé. Devant le cercueil de glace abritant Chronoa, Luminus murmure qu'elle doit observer cette personne, une allusion claire à Limul. Décidément, ça m'intrigue. Je pense qu'il vaudrait mieux que je rencontre cet individu en personne. Je te fais la promesse d'exaucer ton vœu, coûte que coûte. Si vous vous souvenez bien, le véritable objectif de Chronoa, c'est d'empêcher la mort de Limul dans cette ligne temporelle afin de sauver tout le monde. Pour y parvenir, elle a demandé l'aide de Luminus. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo complète consacrée à Chronoa, je vous invite à aller la voir après, merci. Cette fascination, mêlée de méfiance, l'amène à Coléus, où elle se retrouve presque par accident au cœur d'une conspiration complexe. Arrivée à Coléus, Luminus découvre une menace qui touche directement à ses intérêts. Des vampires, ou du moins des forces faisant passer pour telles, semblent impliquées dans les troubles locaux. Pour un roi démon qui règne sur les vampires et protège jalousement son autorité, laisser de telles accusations entacher sa race est inacceptable. Ce n'est pas seulement une question de fierté. Tout désordre dans son domaine pourrait fragiliser l'équilibre qu'elle a soigneusement construit à Ruberios. Ainsi, ce qui commence comme une simple mission d'observation se transforme en une intervention directe, motivée par la nécessité de protéger son royaume et de clarifier la vérité derrière ses manigances. La conspiration de Coléus, une lutte pour le pouvoir. Au cœur de Coléus, une guerre civile éclate entre deux princes prétendant au trône, plongeant le royaume dans le chaos. Limul, mandaté par Yuki, est chargé d'enquêter sur cette crise, mais il découvre rapidement que l'intrigue va bien au-delà d'une simple querelle dynastique. Derrière ce conflit se cachent des forces manipulatrices orchestrées par deux entités redoutables, Gustave et Karl, deux archidémons. Ces deux antagonistes poursuivent des objectifs distincts, mais tout aussi sinistres. Gustave, fidèle à son maître, cherche à plonger Coléus dans le désespoir pour préparer la possession du corps de la princesse Zenobia comme réceptacle pour une invocation démoniaque destinée à la primordiale Violette. De son côté, Karl manipule les princes, espérant s'emparer du corps du survivant pour consolider son propre pouvoir. Luminus, en suivant Limul, perçoit rapidement l'implication de forces surnaturelles. Lorsqu'elle découvre que des vampires sont accusés à tort, elle décide d'agir non seulement pour laver l'honneur de sa race, mais aussi parce qu'elle juge que Limul, malgré sa puissance croissante, n'est pas encore prêt à affronter seul une menace de cette ampleur. Sa décision d'intervenir est à la fois un acte de représailles contre ceux qui osent salir son nom et une mesure stratégique pour protéger ses intérêts à long terme. L'affrontement avec Violette, un duel de titans, le point culminant de l'arc de Coléus survient lorsque Luminus affronte les conspirateurs. Acculé, Gustave invoque Violette sous sa véritable forme, utilisant le corps de la princesse Zenobia comme réceptacle pour manifester sa puissance démoniaque. Luminus, loin d'être surprise, semble avoir anticipé cet événement. Sa remarque, c'était donc bientôt à prononcer avec une froide assurance, suggère qu'elle avait déjà des soupçons sur l'implication de Violette. Je me doutais que c'était toi. Violet, je te le demande encore une fois, arrête d'être constamment après moi, ça commence vraiment à bien faire. Dans tes rêves. Leur échange, teinté d'une familiarité presque désinvolte, laisse entendre que ce n'est pas la première fois qu'elles croisent le fer. Leur duel, spectaculaire, voit les deux entités s'affronter dans les cieux, échangeant des salves de magie pure et des éclairs d'énergie dévastateurs. Les spectateurs, notamment les subordonnés de Violette, décrivent ce combat comme une bataille mythique, bien que les deux combattantes semblent retenir leur coup, conscientes que leur pleine puissance pourrait réduire Coléus en cendres. Ce duel, bien que grandiose, est presque un jeu pour Luminus et Violette, un échange ritualisé entre deux entités millénaires, Luminus en tant que roi démon et Violette en tant que démon primordial, savent que s'engager à pleine puissance aurait des conséquences cataclysmiques. Une fois la situation sous contrôle, Luminus règle ses comptes avec le second instigateur de la conspiration, le roi de Coléus lui-même. Dans l'ombre, elle élimine discrètement ce dernier, mettant un terme définitif à la menace, tout en préservant l'équilibre de la région,
Puis, fidèle à son style, elle disparaît aussi vite qu'elle est apparue, laissant Limule et les autres gérer les retombées. Le Valpurgie. Lumineuse sous les projecteurs. L'arc de Le Rêve de Coléus pose les bases pour la participation de Luminus au Valpurgie, un événement clé de la 2e saison de l'anime. Convoqué par Clayman, un roi démon ambitieux mais largement sous-estimé, ce conseil des rois démons réunit les figures les plus puissantes du monde. Cependant, la plupart des participants, y compris Luminus, ne prêtent qu'un intérêt limité aux machinations de Clayman. Pour beaucoup, comme Guy Crimson, l'enjeu véritable réside ailleurs, dans l'observation de Milim, dont le soutien apparent à Clayman intrigue, et de Limule, un nouvel acteur dont la montée en puissance suscite fascination et méfiance. Guy, avec son pragmatisme habituel, balaie les motivations de Milim d'un revers de main, les qualifiant de caprices incompréhensibles. Cependant, il reconnaît que si Milim et Clayman venaient à perturber l'équilibre entre les rois démons, les conséquences pourraient être désastreuses, y compris pour des figures comme Léon Cromwell. Léon, quant à lui, incarne un paradoxe fascinant. Malgré son apparence de super belle fille, comme le décrivent certains avec une pointe d'humour, et son obsession pour Chloé, il prend la gestion de son royaume avec un sérieux implacable. Conscient que les troubles initiés par Clayman pourraient menacer la stabilité de son domaine, il décide de participer au Valpurgie, non par intérêt pour les intrigues de Clayman, mais pour protéger ses propres intérêts. Luminus, de son côté, observe ces événements avec son habituelle distance, son attention partagée entre la dynamique du conseil et sa propre curiosité pour Limule, dont les actions à Coléus n'ont fait que renforcer son intérêt. Dans le cadre du Valpurgie, l'attention des rois démons se focalise sur Limule Tempest, une figure qui intrigue et perturbe l'équilibre du pouvoir. Les spéculations vont bon train. Limule est-il celui qui a libéré Veldora de son sceau millénaire? Est-il également celui qui interfère avec les invocations spécifiques de Léon Cromwell? Ces hypothèses, échangées notamment entre Guy Crimson et d'autres rois démons, transforment le Valpurgie en un événement attendu avec une curiosité presque fébrile. Pour Dino, un ancien membre des 7 anges primordiaux au service de Veldanava, la situation est particulièrement préoccupante. Ayant chu dans la déchéance pour devenir un roi démon déchu résidant à Halloween, Dino s'inquiète pour Milim, la fille de Veldanava, dont la manipulation apparente par Clayman soulève des questions troublantes. Une anecdote révélatrice, tirée de la version web, montre Dino perdre son sang-froid lorsque Clayman ose frapper Milim, révélant l'attachement profond qu'il conserve pour elle malgré sa propre déchéance. Au milieu de ces intrigues, Luminus Valentin adopte une approche singulière. Fidèle à son habitude de déléguer les affaires politiques à son fidèle lieutenant Gunther, elle aurait pu se contenter d'un rapport post-Valpurgie. Pourtant, elle choisit de participer en personne, se dissimulant sous l'apparence d'une seconde fille pour observer les événements de près. Cette décision, loin d'être anodine, est directement liée à son intérêt pour Limule. Grâce à Chronoa, Luminus a entendu parler de Limule et de son lien avec Hinata Sakaguchi, 2 figures chères à son ami. Chronoa l'avait mise en garde. Malgré les tensions qui pourraient opposer Limule et Hinata, Luminus devait s'abstenir d'intervenir. Fidèle à cette promesse, Luminus s'est tenu à l'écart, mais l'évolution inattendue de Limule, devenu subitement un véritable roi démon, et participant au Valpurgie, bouleverse ses plans. Déconcertée par la divergence entre les récits de Chronoa et la réalité, elle décide d'agir, envisageant même de recruter Limule comme subordonné ou de le placer sous sa protection. Cependant, les événements prennent une tournure dramatique. La véritable identité de Luminus est révélée au grand jour, provoquant un choc qui menace sa position et son image soigneusement cultivée de déesse intouchable. La puissance inégalée de Luminus. La force de Luminus Valentin repose sur une combinaison unique de ses origines divines, de ses compétences exceptionnelles et de son intelligence stratégique. En tant que haut sang, née du sang de Twilight Valentin, elle a transcendé les limites des vampires ordinaires. Son exploit le plus remarquable est d'avoir surmonté la faiblesse ancestrale des vampires face au soleil, une prouesse qui la distingue comme une sculptrice, une entité vampirique dénuée de faiblesse. Cette invulnérabilité s'étend à plusieurs de ses subordonnés, eux-mêmes des sculpteurs dont la puissance combinée surpasse celle d'une armée nationale. Cette force brute, alliée à sa maîtrise des arcanes de la magie sacrée, fait de Luminus une adversaire redoutable, capable d'anéantir ou de restaurer ses cibles avec une précision divine. Au cœur de son arsenal se trouve sa compétence ultime, Asmodeus, une évolution de sa compétence unique Luxure.
Cette compétence, qui règne sur la vie et la mort, lui permet de manipuler les âmes avec une maîtrise terrifiante. L'un de ses faits d'armes les plus impressionnants est la résurrection d'Hinata Sakaguchi, ramené à la vie grâce à la puissance d'Asmodeus, qui peut ranimer un mort tant que son âme persiste. Et oui, la plupart des gens ne l'avaient pas remarqué, mais elle avait bel et bien utilisé sa compétence ultime à ce moment-là. Cette capacité presque divine reflète la dualité de Luminus, un roi démon capable de destruction massive, mais aussi une protectrice empreinte de compassion, prête à exaucer les souhaits des mourants. Son ultime atout, le requiem de la fin des mémoires ou encore bénédiction mortelle, est une technique dévastatrice qui enveloppe sa cible dans une étreinte invisible, transformant même les saints en morts vivants. Sans une résistance mentale exceptionnelle ou une puissance suffisante, nul ne peut y échapper, ce qui en fait une compétence de triche incontestable. Luminus, malgré sa puissance, conserve une humanité touchante. Sa compréhension des faiblesses et des aspirations des autres, notamment celle de Limul, révèle une empathie rare pour une entité de son calibre. Cette connexion émotionnelle, bien que discrète, la rend d'autant plus fascinante car elle transcende son rôle de souveraine implacable pour montrer une facette plus intime et compréhensive. Luminus face à Dagruel, un affrontement titanesque. Dans le volume 20 du light novel, la tension atteint son paroxysme lorsque Dagruel, ayant trahi Limul et ses alliés, se dresse contre Luminus. Lors de cet affrontement, Luminus déploie une de ses techniques les plus puissantes, le désintégration du sanctuaire. Cet arcane, une version amplifiée de la désintégration, un sort sacré emblématique, tire sa force des prières des habitants de Ruberios, canalisées par la foi en Luminus en tant que déesse. Cette technique, renforcée par l'énergie sacrée collective, est si puissante qu'elle pourrait anéantir une entité comme Charybde en un instant. Cependant, face à Dagruel, dont la résistance aux attaques magiques est quasi absolue, le sort s'avère inefficace, neutralisé par la robustesse du roi démon géant, mais Luminus ne s'arrête pas là. Dans le volume 21, elle démontre une résilience et une adaptabilité hors du commun. Lorsque Dagruel utilise une technique de monde suspendu, immobilisant le monde autour de lui, Luminus se retrouve initialement paralysé, incapable d'agir dans cet espace figé. Pourtant, même dans cet état, son esprit reste actif, analysant la situation avec une lucidité remarquable. Grâce à l'intervention de Veldora, qui occupe Dagruel et lui offre un répit précieux, Luminus parvient à comprendre les mécanismes de ce monde suspendu. Bien que les détails précis de la manière dont Luminus Valentine a résisté à la suspension temporelle de Dagruel restent entourés de mystères, une hypothèse fascinante émerge des sources canoniques. En tant que Haute Sang, créé par Twilight Valentine et considéré comme son chef-d'œuvre ultime, Luminus pourrait bénéficier d'une essence unique qui transcende les lois ordinaires du temps et de l'espace. Certains indices suggèrent que sa compétence ultime, Asmodeus, pourrait inclure une capacité latente de manipulation spatio-temporelle, lui permettant de préserver son intégrité dans un monde figé. Une autre possibilité réside dans son évolution potentielle vers une nature numérique, un état réservé aux entités spirituelles, capable de transcender les contraintes physiques, en transformant leur essence en une forme d'information pure, immunisée aux altérations temporelles ou spatiales. Ce processus, bien que complexe, correspondrait à la trajectoire de Luminus, dont la nature quasi divine est son lien avec Veldanava, la plaçant au-delà des limites des êtres ordinaires. Ainsi, grâce à l'intervention de Veldora, qui détourne l'attention de Dagruel, Luminus gagne le temps nécessaire pour analyser et s'adapter à cet environnement, démontrant une fois de plus son génie tactique et sa résilience face à l'adversité.